Bienvenue à tous et à toutes à ce webinaire. Vous êtes nombreux. Là, au compteur, on compte 180 personnes quasiment et encore quelques personnes qui s'inscrivent. Donc, moi, je me présente. Je suis Amélie Rulquin, donc directrice des ventes distribution chez Dualson. Donc, je serai l'animatrice de ce webinaire avec vous aujourd'hui. Merci d'être venus si nombreux. Donc, c'est un projet qui nous concerne tous. Sujet brûlant en cette semaine de reprise de septembre. Comme vous le savez, donc le Conseil supérieur de l'énergie, donc CSE, a rendu son avis consultatif hier après-midi concernant le projet d'arrêté de la TVA réduite dans le photovoltaïque. Donc nous sommes ici ensemble pour vous aider à y voir plus clair avec Laetitia et Adrien. Donc que je vous présente tout de suite. Donc Laetitia Bourrotier, notre première intervenante, vice-présidente d'Enerplan et cofondatrice de Duelsen, qui décryptera pour vous le décret et les amendements proposés par le CSE. Bonjour Et à notre tous. deuxième intervenant, Adrien Pellarin, responsable de la gamme Flash chez Duelsen, qui nous expliquera les implications concrètes terrain des conditions d'octroi de la TVA réduite pour les panneaux photovoltaïques du marché. Bonjour à tous. Donc l'objectif de ce webinaire sera de vous partager et éclaircir pour vous les conditions d'application de la TVA à 5,5 en PV résidentiel suite à l'avis consultatif rendu par le CSE hier. Donc sur le côté pratico-pratique, le webinaire est prévu pour durer 1 heure, donc jusqu'à 15 heures, avec 10 minutes à la fin de réserver pour répondre à toutes vos questions. Donc à cet effet, pour toutes les questions que vous posez pendant le webinaire, n'hésitez pas, vous voyez normalement tout en bas de votre écran, donc il y a une partie de chat, cette partie ne fonctionne pas, mais il y a une partie Q&R, donc questions et réponses, où là vous pouvez marquer vos questions au cours du webinaire et on se réservera le temps d'y répondre en fin de session. Donc, euh, donc on ne prendra pas les questions au fil de l'eau, mais bien à la fin. Voilà. Et au niveau de l'ordre du jour, donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de décrypter pour vous de façon la plus synthétique, objective et claire possible les conditions pour la TVA réduite. Donc en premier lieu, donc on souhaite vous présenter le décret, ce qu'il signifie et les amendements proposés par le CSE. Ensuite, dans un second temps, quels panneaux pourront bénéficier de cet arrêté et de cette TVA réduite à 5,5. Ensuite, quels impacts concrets, notamment en termes tarifaires, ça va signifier pour les devis aux clients particuliers, donc clients finaux. Et enfin, quelques bonnes pratiques et recommandations pour la suite, donc à partir du 1er octobre 2025. Voilà, et sans plus attendre, je te laisse la parole. Laetitia. Merci Amélie. Alors pour commencer, donc je vais vous parler de l'arrêté TVA 5.5 qui a été proposé en CSE hier et pour prendre un peu de recul, vous donner des éléments de contexte. Tout d'abord, il faut savoir que cet arrêté intervient dans le cadre de la loi de finances 2025 puisque il y avait eu du coup une partie de la loi qui du coup enregistrait cette possibilité d'une TVA à 5,5. J'ai vu qu'il y avait des malentendus sur la loi de finances qui s'applique. Il faut savoir que la loi de finances est passée en 49.3 à partir du 3 février 2025. Avant la 49.3, il y avait eu des amendements proposés au niveau de l'Assemblée nationale, et notamment l'amendement qui est ici, où l'Assemblée nationale proposait que la TVA 5.5 soit liée à un dispositif de stockage ou un dispositif de pilotage euh, pour le parti photovoltaïque à moins de 9 kW crête. Cette loi n'a pas été retenue puisque, en fait, après le passage en 49.3, c'est une autre formulation qui a été proposée, qui est la formulation définitive pour la loi de finances, qui est l'article 42, publié le 14 février 2025, qui précise bien qu'on est effectivement sur une TVA à 5,5 pour les installations de moins de 9 kW crête, que cette TVA à 5,5 est valide à la fois quel que soit, enfin, en fonction des critères qui doivent être précisés par arrêté, et c'était l'objet de l'arrêté d'hier au CSE,
qu'en revanche, cette TVA est bien valide pour la livraison et l'installation d'équipements de production d'électricité. Alors, ça signifie que c'est aussi au niveau de l'installation, donc ça soit une TVA qui va concerner les modules, leur système d'installation, l'onduleur et la main-d'œuvre, tout ce qu'il faut pour faire un système de production d'électricité qui marche. En revanche, bien sûr, on ne parle que de production d'électricité et pas de stockage d'électricité. Et donc, si une partie des équipements répondait aux critères, mais ajouter du stockage, la partie stockage, elle, n'est pas nécessaire à la production d'électricité et donc ne serait pas à 5,5. Si on regarde plus près comment... Non, juste sur cette partie-là, je voulais juste préciser que les critères avaient été encadrés par la loi de finances et ils devaient atteindre tout ou partie des objectifs suivants. La consommation d'électricité, l'électricité énergétique ou la durabilité et la performance environnementale. Ces objectifs, en fait, n'ont pas été précisés et devaient être précisés par arrêté, mais on voyait que toute une partie, tout ou seulement une partie de ces objectifs pouvait être remplie par l'arrêté. Un point important, la loi de finances décidait que la TVA serait applicable qu'à partir du 1er octobre 2025. Et donc, c'est un des points majeurs, puisque c'est pour ça qu'on en parle maintenant seulement. Ensuite, donc du coup, on a parlé de cette loi de finances qui est publiée le 14 février. Donc, dès le 16 février, le lundi, les syndicats avaient déjà réussi à se mettre d'accord sur ce qu'ils allaient proposer. Et on a eu l'union à la fois du syndicat Enerplan et du syndicat du CER pour déjà déplorer le trou d'air, puisque le décalage au 1er octobre, alors même que les tarifs ont baissé dès le 28 mars, ça faisait un vrai gap à combler avec un certain attentisme, donc ça c'était déplorable. C'était un point qui a vraiment été, sur lequel il y a vraiment eu une insistance des syndicats. Et la deuxième chose, c'est que il y a eu un vrai plébiscite des syndicats pour optimiser l'autoconsommation et faire de cette TVA vraiment le moment où il y aurait à la fois un critère RGE et un critère de pilotage avancé ou de stockage pour optimiser l'autoconsommation. Des précisions avaient même été apportées pour définir comment pourraient être les batteries et comment devait être les pilotages. Seulement, l'administration, malgré le fait d'être du coup interpellée presque tous les jours depuis le 16 février, n'ouvre pas le sujet. Elle, euh, elle, elle décide que c'est pas prioritaire puisqu'on est là jusqu'au 1er octobre pour décider et s'attaque plutôt au sujet de en fait, l'AOS, l'appel d'offres simplifié pour le 100-500. Donc, elle met complètement ce sujet de côté et on n'aura aucun échange avec l'administration avant le 26 août. Elle attend le mois d'août, fin août, pour proposer un premier draft. Et c'est ce draft-là qui a été proposé au Conseil supérieur de l'énergie, qui devait être initialement le 9 septembre, mais puisque du coup le gouvernement, enfin Bayrou a décidé de mettre une motion de confiance sur son gouvernement le 8 septembre, le CSE a finalement avancé hier. Donc voici, sans plus attendre, ce qui a été proposé au CSE hier. Juste après, voilà. Et là, j'allais dire stupéfaction parce que malgré le fait que les syndicats aient insisté depuis déjà le mois de février sur l'importance des critères pour optimiser l'autoconsommation, c'est seulement des critères panneaux qui sont retenus. Et donc, il est précisé que seules des installations ayant des modules avec un bilan inférieur, un bilan carbone inférieur à 530 kg de CO2 équivalent par kilowatt crête pourraient être éligibles à la TVA à 5,5. Il faudrait aussi respecter les quantités d'argent, de plomb et de cadmium qui sont précisées là à 13, 0,05 et 0,01%. J'ai une petite astérisque qui a son importance et Adrien vous l'expliquera en détail, mais il s'agit bien de la méthodologie version 2, qui est une méthodologie assez peu connue pour du coup calculer l'impact carbone et qui a vraiment, enfin, qui fait que le 530 ici est vraiment un seuil très très bas. Donc, c'était la proposition draft du gouvernement qui est donc avant discussion avec le Conseil supérieur de l'énergie hier, hein. Donc, c'est encore un stade d'ébauche et tant que rien n'est publié, rien n'est officiel. Sur les réactions, donc par rapport à ce premier draft qui ne correspondait pas à ce que pouvait proposer, enfin ce qu'on imaginait que le gouvernement allait proposer, puisque le petit 1 des conditions était plutôt sur le pilotage et l'optimisation de l'autoconsommation, les réactions ne se sont pas fait attendre.
beaucoup de frustration déjà, puisque on a attendu le 26 août pour avoir une première discussion, alors même que depuis le 16 février, les syndicats avaient proposé leur copie. Donc 6 mois gaspillés pour la négociation, 6 mois aussi perdus avec des gens qui se sont préparés à optimiser l'autoconsommation, puisque c'était le point numéro un de la loi de finances, et une décision complètement précipitée au dernier moment, d'autant plus qu'il y a une urgence avec le calendrier politique. Donc ça, c'est le premier point euh, sur le timing et sur le contenu, un vrai incompréhension du fait qu'il n'y ait pas plus de mentions de stockage et de pilotage qui était le sens initial. D'autant plus que là, on est en train de, je vous ai dit, de conditionner à des modules très bas carbone et avec un gros point d'interrogation sur l'existence, finalement, la capacité à avoir des panneaux qui répondent aux critères. Et Voltec a commencé à se déclarer comme étant capable d'en fournir, mais à voir, car c'est une grande point d'interrogation sur la capacité. D'autant plus que le critère a choisi une méthodologie, on avait dit, un peu, euh, enfin, pas commune sur la partie carbone, donc avec un gros peur de, alors, si ce n'est d'éco-délinquance, en tout cas d'incompréhension, et avec des gens qui pourraient choisir des panneaux qui, en réalité, ne prennent pas le critère. Donc voilà, en fait, finalement, une seule réaction positive du côté du CER pour dire que bah, ça favorisera quand même le dernier fabricant français de panneaux solaires. Si on peut se réjouir, comme je l'ai dit, il y a quand même des limites sur la capacité possible. Depuis, le CSE hier, du coup, est venu amender la proposition du gouvernement. Il a été très difficile d'avoir des majorités au niveau du CSE et donc en réalité, l'arrêté probable, puisque le CSE est que consultatif et que le gouvernement peut en fait revoir complètement sa copie et ne pas du tout suivre ce qu'elle avait proposé au CSE. Donc on attend vraiment la publication. Mais voici l'arrêté probable. Donc en fait, rien n'a changé fondamentalement. Il y aurait certainement un critère de TVA réduite à 5,5 pour les projets de moins de 9 kg à partir du 1er octobre, dès lors qu'ils répondent à un bilan carbone très strict de 530 kg de CO2 par kilowatt crête. Les quantités d'argent et de plomb ont été revues un peu à la hausse, 14 et 0,1%, et la quantité de cadmium n'a pas bougé, 0,01%. La méthodologie reste celle qui avait été indiquée, la version 2. Deux autres options ont été votées en CSE, mais encore une fois, le CSE est juste consultatif. Il a été ajouté à ces critères précédents en cumulatif qu'il devait y avoir une obligation d'être RGE. Donc on verra si le gouvernement le retient après ce vote en CSE, sachant qu'il a voté contre pendant le CSE en disant que la loi de finances était trop floue juridiquement pour intégrer cette contrainte. Et le CSE a aussi ajouté que ces critères devaient être aussi cumulatifs avec le pilotage d'au moins un usage. Là encore, le gouvernement a voté contre en arguant que le fait que de l'environnement et de la maison, de comment était pilotée la maison, ne pouvait pas être pris en compte pour une installation de production. Donc, il est peu probable que ces deux points votés en CSE soient ajoutés, mais normalement, elles ont fait l'unanimité en CSE. Enarplan avait proposé beaucoup d'autres arrêtés, et notamment des arrêtés et des amendements pardon, sur l'arrêté où il y aurait eu une alternative, soit un bilan carbone faible à 530, soit une batterie, et d'autres amendements de ce type, par exemple, soit un bilan carbone, soit un pilotage très poussé. Mais tous ces points-là n'ont pas obtenu de majorité au CSE. Le seul qui a eu presque la majorité aurait été d'avoir soit un bilan capable de faire, soit un pilotage très poussé. Néanmoins, il n'a pas été retenu à 2 voix près. Donc, on était à 9 contre 11. Et donc là, vous avez la version de l'arrêté la plus probable par rapport à ce CSE. Une fois de plus, on attend l'arrêté définitif pour être complètement certain, mais on a 95% de chances que ça soit ça. Je précise aussi, parce que la question m'est souvent posée, qu'à partir du moment où le CSE s'est déjà prononcé ou c'est déjà un texte du gouvernement, même si le gouvernement Bayrou se mettait à tomber, on est maintenant dans ce qu'on appelle des décisions courantes. Et donc le gouvernement, sans chef politique, sans ministre, pourrait quand même publier l'arrêté. Donc il y a très peu de risques, on va dire, de n'avoir aucun arrêté pour le 1er octobre, et cet arrêté devrait être celui-là.
Voilà, c'est ce que je viens de dire, pas besoin de ministre en place pour publier le texte. Je te laisse la parole, Adrien, pour décrypter maintenant les conséquences pratiques sur quel panneau pourrait respecter cet arrêté et comment Dualsun se positionne. Merci beaucoup Laetitia et bonjour à tous. Donc on va se focaliser sur les quatre critères principaux relatifs aux panneaux et on va commencer par celui du bilan carbone. Alors l'important c'est déjà de comprendre qu'il y a une différence, comme Laetitia le disait, entre la méthode PPE de V1 et V2. Donc la première chose c'est de voir quelles sont ces différences. Et en fait la méthode PPE de V1 s'appuie sur les analyses de cycle de vie des différents composants. C'est-à-dire que le fabricant a l'opportunité de fournir de la documentation, de montrer des données de process de fabrication qui lui permettent d'améliorer son empreinte carbone, notamment liées à la consommation d'énergie dont il a besoin pour produire ses panneaux ou d'autres composants. Alors que pour la méthode ECS-PPE de V2 qui est à droite, ça dépend de très peu de facteurs qui incluent notamment les pays d'origine des composants. On peut aussi jouer sur l'épaisseur des cellules pour réduire la consommation de silicone et donc réduire l'empreinte carbone. Et bien sûr, avec un panneau de rendement plus élevé, on peut atteindre de meilleures valeurs d'empreinte carbone par kilowatt crête. Alors, certains seuils avaient été définis dans différents contextes. On peut regarder déjà le contexte des projets tertiaires, où jusqu'au printemps de cette année, il y avait un seuil qui avait été défini pour le PPE de V1 inférieur à 550 kg, qui était une condition obligatoire pour participer aux appels d'offres de la CRE. Alors que du côté PPE de V2, c'est un seuil qui a été défini à 740 kg de CO2, ici pour bénéficier de la prime d'excellence environnementale. Voilà, donc c'était deux contextes différents. Le deuxième point, c'est sur les seuils SOREN, ce qu'on appelle les certificats d'éco-participation ou éco-contribution. SOREN avait défini des critères spécifiques pour avoir, on va dire, un bilan carbone vertueux. Et donc, deux méthodes différentes impliquent deux valeurs différentes. Donc, selon la méthode PPE de V1, le seuil avait été défini à 450 kg CO2, alors que pour le PPE de V2, c'était 630. Donc là, on voit clairement que la méthode PPE2, quand on fait des calculs avec cette méthodologie, on obtient des valeurs largement supérieures par rapport à la V1, parce qu'on n'a pas l'opportunité d'utiliser des analyses de cycle de vie des composants pour permettre de réduire cette valeur. Et donc, récemment, pour le résidentiel, c'est la PPE de V2 qui s'applique et le seuil est encore inférieur, donc défini à 530 kg de CO2. Voilà, donc maintenant, le but du jeu, c'est de faire différentes simulations, de travailler sur différents scénarios pour comprendre dans quel cas de figure un fabricant pourrait atteindre cette valeur seuil de 530 kg. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a un fichier qui est disponible sur le site de Certisolis et qui permet de faire ces simulations selon la méthodologie PPE de V2. Donc, dans la colonne de gauche, on voit différentes valeurs. Ce sont les valeurs de consommation de composants, donc soit en kilogrammes, soit en mètres carrés, donc pour chaque composant. Et ces valeurs, donc, elles sont disponibles déjà dans les ECS PPE de V1. Donc, on a juste à copier-coller ces valeurs dans ce tableau. Et ensuite, on peut jouer avec la colonne de droite, où on voit qu'il y a les différents lieux de production des composants. Donc, on commence tout en haut par le silicium de grade métallurgique, ensuite le polysilicium, et on descend en bas jusqu'au panneau et au verre. Et donc, en faisant ce type de simulation, en considérant que les composants sont 100% chinois, donc toute la chaîne de production est chinoise, pour un panneau 500 watts classique TOPCon Dualsun, on tombe sur une valeur de 637 kg. Voilà, donc on voit qu'on est déjà largement au-dessus de cette valeur de 530 kg, donc ce n'est pas possible avec la chaîne actuelle de pouvoir correspondre aux critères qui ont été définis. Donc dans quel cas est-ce qu'on pourrait arriver à atteindre ce critère? Avant de regarder ça, on va s'intéresser aux différents paramètres sur lesquels on peut jouer et surtout quel composant, quel processus de fabrication a le plus de poids dans l'empreinte carbone d'un panneau. Et là, clairement, on voit qu'il y a trois composants qui se distinguent. À droite, on a le polysilicium. Ensuite, en bas, on voit en vert la fabrication des lingots qui consomment aussi énormément d'énergie. Et la partie à gauche, les cellules, où là aussi, il y a différentes étapes de process qui font que l'empreinte carbone de la conversion de plaquettes en cellules est relativement élevée. Voilà, donc le but, ça va être de jouer sur ces trois composants, sachant qu'on sait qu'actuellement, les lingots et plaquettes, il y a environ 98-99% qui sont fabriqués en Chine. Donc, on n'a pas vraiment d'opportunité de varier le pays pour les plaquettes et lingots. Donc, on va se focaliser surtout sur le polysilicium et les cellules. Donc, on reprend le scénario qu'on avait étudié juste avant, donc du 100% chinois
on obtient 637 kg équivalent CO2. Et maintenant, on va faire varier différents paramètres. Donc, on regarde si on avait une production de panneaux en France. Donc, tous les autres composants sont chinois, mais la production de panneaux est en France. Ben, on voit qu'au finalement, on ne perd pas tant que ça. On est à 623 kg, donc on perd 14-15 kg d'équivalent CO2. Mais ça ne suffit pas pour atteindre le seuil qui a été décrit précédemment. Donc, on rajoute une autre étape en France, par exemple la production de cellules. Voilà, donc, si on a les cellules et les panneaux faits en France, là, on atteint 531. Donc, on est très proche du seuil de 530. Mais le problème, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de ligne de fabrication de cellules en France. Et a priori, il faudra attendre au moins jusqu'à 2027-2028 avant que ce soit le cas. Donc, sur le court terme, cette option n'est pas envisageable. Alors maintenant, on regarde un peu ce qui se fait en Europe. On sait qu'il y a des lignes de fabrication qui sont en Italie, notamment les cellules et les panneaux. Mais l'Italie a un mix énergétique inférieur à la France en termes d'empreinte carbone. Et on voit que voilà, si les cellules et les panneaux sont faits en Italie, ben, on remonte la valeur à 570 kg. Donc même si les fabricants italiens font d'autres technologies que du TOPCon, par exemple de l'hétérojonction qui permettrait de réduire l'épaisseur des cellules ou d'augmenter sensiblement le rendement, ben, il sera encore loin du critère fixé à 530 kg. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est important de comprendre que voilà, seulement la fabrication de cellules et panneaux, c'est compliqué pour l'instant d'atteindre ces valeurs. Donc on va essayer de voir quel est l'impact du polysilicium sur cette valeur d'empreinte carbone. Donc on sait qu'il y a un fabricant en Allemagne de polysilicium qui peut aussi s'approvisionner en silicium de grade métallurgique, donc c'est l'étape avant la fabrication du polysilicium. Et quand on fait passer ces deux critères en Allemagne, on voit qu'on est encore à 552 kilowatts équivalent CO2. Kilogramme équivalent CO2, pardon. Donc, on peut se dire peut-être que les fabricants chinois, ils auront des difficultés, même s'ils ont du silicium allemand. Ils se rapprochent des 530, donc c'est pas encore sûr que cette piste doit être écartée. A priori, ce serait compliqué avec ce type de composant d'arriver à matcher avec le critère. Par contre, il y a différentes sources de silicium de grade métallurgique, et si on fait passer en Norvège, où le mix énergétique est plus vertueux que celui de l'Allemagne, on tombe à 539. Là, on se rapproche vraiment du critère de 530, et on peut se dire là que si les fabricants chinois peuvent ajuster quelques paramètres de production, réduire un petit peu de consommation de matériaux ici ou là, ils pourraient éventuellement, possiblement atteindre ce critère de 530. Maintenant, on revient à notre cas d'usine en France. Et si on applique la même origine du polysilicium et du silicium de grade métallurgique, voilà, on voit qu'on est à 524. Bon, encore une fois, ce fichier de simulation ne donne pas des valeurs exactes, mais on peut se dire qu'il y a plus ou moins 10 kg de CO2. On est dans une fourchette raisonnable. Et clairement, voilà, avec 524, un fabricant français qui va s'approvisionner au polysilicium allemand et silicium de grade métallurgique norvégien peut satisfaire ce critère. Et il y a un dernier cas de figure actuel. Il y a des usines de cellules et de panneaux qui existent aussi en Asie du Sud-Est. Et donc, même avec le silicium totalement allemand, en ce qui concerne le silicium de grade métallurgique et le polysilicium, en ayant nos lignes de cellules et de panneaux au Vietnam, on peut même se retrouver avec des valeurs sensiblement inférieures à celles qu'on vient de décrire. Voilà, donc il existe actuellement des lignes là-bas, donc on peut se dire que finalement, ce n'est pas que Voltec qui peut satisfaire ces critères, mais il y a d'autres alternatives qui peuvent être étudiées. Donc, si on regarde le deuxième critère relatif à la quantité d'argent, par contre, c'est 14 mg, là aussi, on va se baser sur les faits. Et quand on regarde les différentes études qui ont été publiées sur le sujet, on peut se référer à une étude de référence qui est la feuille de route technologique qui est publiée chaque année par ITRPV et qui indique, par exemple, ici la quantité d'argent utilisée pour chaque type de technologie. Donc, on se place en 2025 et on voit que tout en bas, on a le PERC. Donc, on voit que le PERC est aux alentours de 8 mg. Donc là, il n'y a pas de problème. Un peu au-dessus, on a le TOPCon, aux alentours de 12 mg d'argent par watt de cellule. Donc là, ça passe aussi. Par contre, l'hétérojonction, on est aux alentours de 14 mg, et le seuil est fixé à 14. Donc dans ce cas, on peut se dire, il y a certains fabricants d'hétérojonction qui vont être exclus de ce critère, alors qu'ils pourraient respecter le critère d'empreinte carbone. Si on regarde du côté du seuil de plomb, actuellement, il y a un rapport qui fait référence, des tests qui font référence pour déterminer la quantité de plomb dans des panneaux. Donc, c'est des tests qui sont faits directement sur les composants.
où le laboratoire va mesurer les différentes quantités de produits chimiques, notamment des substances dangereuses à l'intérieur d'un panneau, qui s'appelle le rapport REACH. Et ce type de rapport ne peut pas être utilisé actuellement pour déterminer le critère de plomb. Et à la place de ça, c'est le critère, la méthode SOREN qui a été définie et qui se base plutôt sur une analyse des consommations en usine de composants et de voir lesquels contiennent du plomb et ainsi de calculer quelle est la valeur de plomb contenue dans les panneaux. Et le dernier critère, on pourrait se dire que c'est anecdotique, mais le cadmium, c'est un composant essentiel de certains types de panneaux couches minces, notamment les panneaux cadmium telluride. Et ce critère a été fixé à 0,01%, mais pour ce type de panneau, la quantité de cadmium est entre 0,1 et 1%. Donc là, ce critère va automatiquement éliminer tous les fabricants de panneaux de couches minces de type CDT1. Voilà, donc une fois qu'on a analysé tout ça, on peut voir que en conservant la technologie TOPCon, on peut arriver à optimiser la chaîne d'approvisionnement pour arriver à matcher à ce critère de 530 kg équivalent CO2. Et chez Dualsom, on travaille activement sur le sujet et on a déjà plusieurs pistes très sérieuses d'approvisionnement pour satisfaire ce critère et on estime actuellement que notre objectif, c'est d'avoir des panneaux livrés en France répondant à ce critère pour courant novembre 2025. Alors, la prochaine question, une fois qu'on a parlé des critères, on peut aussi se poser la question du coût et de l'impact sur le devis aux clients finaux. Donc, on a différentes configurations. Et pour commencer, on peut se poser deux différents types de panneaux. Donc, un panneau, on va dire, de type actuel, TOPCon, dont le prix d'achat installateur serait aux alentours de 75 € hors taxe. Et un panneau qui pourrait répondre à ce type de critères, notamment le 530 kg d'équivalent CO2. On estime que le prix serait environ le double d'un panneau actuel, donc environ 150 € hors taxe. Voilà, encore une fois, c'est des estimations, ce ne sont pas des valeurs précises, mais ça nous permet de faire au moins une simulation pour essayer d'y comprendre et de voir plus clair. Donc, on a différents cas de figure. On s'est penché sur le 3 kW, des kits à 6 kW, 9 kg et des kits supérieurs à 9 kW. Et puis, on va faire varier les paramètres et voir exactement si ce sont les panneaux actuels de type flash qui sont les plus chers ou si le système est le plus cher avec des panneaux qui répondent aux nouveaux critères. Voilà, on peut noter d'ailleurs que le tarif de rachat du surplus est de 4 centimes le kilowattheure pour les systèmes inférieurs à 9 kg, mais il est toujours à 7 centimes pour les systèmes supérieurs à 9 kg, qui peut donner un avantage à ce type de système. Voilà, et quand on regarde en détail, on va déjà se pencher sur le cas du 3 kW. Là, on voit qu'il y a un écart de TVA qui est seulement de 4,5%. On passe de 10% à 5,5%. Donc, au final, la différence de TVA ne va pas absorber la différence du coût des panneaux. Donc, on peut se dire que les panneaux actuels, pour des projets inférieurs à 3 kg, restent quand même très intéressants. En ce qui concerne les kits 6 et 9 kg, dans ce cas-là, on voit qu'il y a un avantage. Voilà, donc en orange, on a les panneaux de type flash actuels qui sont sensiblement plus chers. Donc, au niveau du système, donc le système serait autour de 500 € plus cher pour du 6 ou du 9 kg par rapport à un système avec des panneaux qui respecteraient les critères de cet arrêté. Par contre, il faut mettre un bémol et on n'est pas certain des conditions d'avoir ces panneaux, notamment pour un mois d'octobre ou mois de novembre. Donc, c'est important aussi de comprendre, peut-être que ça coûte moins cher d'installer avec ce type de panneaux, mais est-ce que ces panneaux sont disponibles sur le marché? Là, c'est une grande question. Et le cas de figure, donc pour des projets supérieurs à 9 kg, donc dans le cas d'un projet à 9,5 kW crête, là, la TVA est la même, 20% pour quel que soit le type de panneau. Et donc, on se retrouve avec un projet nettement plus cher dans le cas où on a des panneaux qui respectent ces critères. Voilà, donc on peut se dire que les projets supérieurs à 9 kg seraient des types de segments très intéressants pour vendre les panneaux de type actuel. Voilà, si on fait une petite synthèse des 3 dernières slides qu'on vient de voir, donc en gros, inférieur à 3 kW crête, les panneaux actuels sont moins chers. La TVA se maintient à 10%. Et donc, c'est important d'installer ce type de projet, notamment pour les particuliers qui ont besoin d'un fort taux
autoconsommation. Concernant les projets 6 à 9 kg, dans ce cas-là, euh, c'est plus intéressant d'avoir ces panneaux à faible TVA. Par contre, attention à la disponibilité. Et concernant les projets supérieurs à 9 kg, notamment le tarif de rachat est avantageux, mais en plus le prix du panneau après TVA est inférieur pour les panneaux actuels. Donc, au final, ce serait intéressant de dimensionner ce type d'installation, notamment avec des solutions de stockage pour les particuliers qui ont de la place sur leur toiture. Une remarque aussi sur nos panneaux PV thermiques, donc les Dualsun Duo et Dualsun Max. Pour cela, la TVA était déjà à 5,5%. Donc, pas de changement spécifique pour nos panneaux hybrides. Donc, que ce soit pour produire électricité plus eau chaude dans le cas du CESI, ou bien électricité, eau chaude et chauffage dans le cas de la solorothermie. Quelques slides maintenant sur les bonnes pratiques et bien sûr les mauvaises. Donc, on parlait juste avant du certificat SOREN d'éco-modulation. Donc, chez Dualsun, on a déjà un certificat SOREN pour notre panneau 500 watts qu'on a obtenu en début d'année. Et quand on creuse un peu le certificat, déjà, on voit qu'il y a déjà des critères qui correspondent à ce qui est demandé pour obtenir une TVA à 5,5%. Par exemple, notre quantité d'argent dans nos panneaux est de moins de 13 mg par watt crête, qui correspond à un seuil inférieur à 40, et quantité de plomb inférieure à 0,1%. Donc, ces critères sont déjà respectés pour les panneaux Dualsun. Après, quand on regarde le critère de bilan carbone juste au-dessus, c'est 500. Par contre, est-ce que c'est du PPE2 V1, V2? Il n'y a rien qui est vraiment clair sur le certificat. On voit en haut qu'il y a un ECS de référence, PPE2, mais à aucun endroit on voit si c'est du V1 ou du V2. Donc, ça peut prêter à confusion parce qu'on pourrait se dire que ce type de panneau correspond exactement aux critères, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas parce que ce certificat a été obtenu avec une méthode PPE2 V1. Et pour le savoir, il faut aller creuser dans l'ECS de référence. Donc, c'est important de faire ce travail pour bien comprendre exactement à quoi correspond la valeur du critère d'empreinte carbone. Ensuite, ce qu'on fait chez Dualsun et ce qu'on recommande tous les fabricants de faire, c'est d'indiquer clairement sur les fiches techniques de chaque produit deux paramètres. Le premier, c'est la méthodologie de calcul de l'empreinte carbone. Ici, dans le cas de notre Flash 500 2.0, c'est le CSPPE de V2. Et d'indiquer aussi cette valeur ECS, être clair là-dessus. Donc, dans ce cas-là, actuellement, on est à 660 kg équivalent CO2 pour ce type de panneau. Voilà, donc si on fait une synthèse, comment est-ce qu'on aborde cette nouvelle réglementation? On peut savoir déjà que la TVA sera maintenue à 20% sur les batteries, donc elles sont installées en même temps que les panneaux ou non. Donc dans le cas de projets qui ont à la fois de la production PV et plus des batteries, eh bien, il faudra avoir une TVA différenciée sur les devis. Le deuxième point, comme vous l'avez bien compris, c'est qu'il faut se méfier des chiffres d'empreinte carbone qui sont annoncés et bien vérifier la méthode de calcul, donc dans ce cas PPE de V2, et bien sûr s'attendre à une hausse des prix des panneaux, parce que d'une part, pour respecter les critères de TVA, les fabricants vont sûrement devoir s'approvisionner en polysilicium hors Chine, par exemple en Allemagne, et ce polysilicium n'est pas donné. Et de l'autre côté, il y aura une offre de panneaux qui correspondent à ces critères qui sera restreinte, donc ça risque aussi d'entraîner une augmentation des prix relativement forte, notamment pendant le dernier trimestre. Voilà, maintenant quelques mots sur Dualsun. Donc, on a ici 5 propriétés. Donc, le programme Cashback, où plus l'installateur achète et plus il peut accumuler de points pour ensuite obtenir des équipements spécifiques. On a notre point numéro 2 avec la garantie et le SAV. Donc, chez Dualsun, on a une garantie renforcée par rapport à la compétition, qui est associée au point numéro 3, donc le service client, que ce soit en B2C ou en B2B, avec une équipe dédiée en fonction de la région d'installation. Donc, on voit la carte de France avec différents personnels de l'équipe commerciale auxquels sont attribuées les régions en France. Et ensuite, la Dualsun Academy, où on va former et qualifier les installateurs. Et ensuite, le point numéro 5 important, on a des produits qui sont disponibles en stock chez vos distributeurs dans toute la France. Voilà pour la présentation. Donc, Amélie, je te rends la parole. Oui, merci beaucoup. Merci Adrien, merci Laetitia pour toutes ces précisions.
Merci aussi pour toute l'activité qu'il y avait sur le chat, le Q&A. Vous avez été assez nombreux à poser des questions. Et c'est magnifique, il est 14h37, donc on a le temps de répondre, en tout cas celles auxquelles on a la réponse. Donc il y en a une qui a été posée. Est-ce qu'on va vous partager, est-ce que vous aurez accès de façon pratique hein, à la doc et à l'enregistrement de la vidéo? La réponse est oui. Donc pas de souci pour ceux qui sont arrivés en retard. Vous aurez accès à toutes ces infos et pourrez revisualiser tout ça parce qu'il y avait pas mal d'informations, c'était assez dense. Ensuite, une question, donc je les prends dans l'ordre. Donc, j'ai assisté ce matin à une réunion avec MyLight qui nous ont annoncé en marge du détail de la TVA réduite à 5,5 la possibilité de bénéficier de la TVA à 10% avec leur solution MyBattery. C'est incompréhensible. Êtes-vous au courant? Euh, En tout cas, ce que je peux dire sur ce sujet, c'est que la TVA à 10% reste valable pour ceux qui ne respectent pas les critères à 5,5 dès lors qu'on a une installation de moins de 3 kW crête. Donc, c'est certainement dans ce cadre-là que cette réunion réfléchissait en réalité. merci Laetitia. Une autre question, comment est considéré un produit qui comprend de manière intégrée et indissociable l'onduleur nécessaire à la production PV et une batterie? Et donc, deuxième question de la même personne. Par ailleurs, la direction de la législation fiscale avait exprimé son intention de considérer que l'ajout d'une batterie sur le même devis que le PV ferait perdre au photovoltaïque le bénéfice du taux réduit à 5,5. Y a-t-il eu une clarification de l'administration lors du CSE? Sur ce point-là, j'allais dire, technique sur la partie des critères. Euh, sur la partie de l'onduleur indissociable, à mon sens, c'est risqué de le mettre à 5,5 puisque la batterie n'est pas éligible et tout ce qui est nécessaire à la batterie ne l'est pas. Le mieux est de poser la question directement à Bercy pour qu'il fasse un beau FIP, donc une précision des critères d'application. Parce que sur ce sujet-là, c'est évidemment pas clair, puisque je rappelle, hein, la loi de finances précise bien que la TVA à 5,5 est possible pour tout ce qui est installation d'un système de production. Et c'est à comprendre que ce n'est pas possible pour tout ce qui est installation d'un système de stockage. Voilà. Donc tout ce qui est obligatoire pour la production, oui. Tout ce qui est obligatoire enfin tout ce qui a rapport par contre à quelque chose de facultatif comme le stockage, non. Euh, du coup, ça c'est le premier point. Et sur la question de la batterie, est-ce que ça ferait perdre le bénéfice de la TVA à 5,5? Alors heureusement pas, mais à condition de bien distinguer en réalité, euh, en mettant vraiment d'un côté tout l'appareil productif et sa main-d'œuvre à 5,5 et de l'autre côté, vraiment séparer sur le même devis tout ce qui est stockage et main-d'œuvre pour le stockage. Là, dans ces cas-là, eh bien, il faut mettre la première partie à 5,5 et la deuxième partie à 20 si jamais on répond aux critères, ou à 10% ou à 20% si on ne répond pas aux critères pour la partie photovoltaïque. Donc ça, en séparant le devis vraiment en deux lignes précises, on peut bien avoir une partie à 5,5 et une partie à 20%. À savoir par contre que si votre devis est très flou et que vous indiquez juste installation du photovoltaïque avec batterie et que vous mettez tout à 5,5, ça par contre, ça sera restocké. Et dans ces Merci. cas-là, l'administration a tendance à dire, puisque c'est flou et qu'on ne sait pas quelle est la part batterie, on met la TVA la plus haute. Et donc, on serait obligé de tout mettre à 20% si c'est par exemple entre le 3 et 9 kilowatts crête. Merci Laetitia. Bah, sur cette partie stockage, donc des interrogations. Pourquoi le CSE n'a pas reparlé du stockage? Je lis, cela ouvre un peu plus de possibilités, euh, un peu plus de possibilités que le pilotage encore très orienté chez certains industriels. Mm. Alors, en Donc, vrai, sur le CSE, les discussions étaient musclées parce que c'était compliqué avec donc Enerplan qui défendait le fait de devoir avoir une alternative, de devoir avoir du stockage, et de l'autre côté, le CER qui répondait que non, mais pour la filière, on savait faire du 530, finalement circuler, il n'y a rien à voir. Et le gouvernement qui disait, mais on n'a même pas de problème de monopole, parce que même des Allemands y réfléchissent. Voilà. On avait finalement, pour ceux qui connaissaient pas bien le sujet, c'était un peu difficile de le comprendre avec ces espèces d'injonctions contradictoires. Donc, ce qui fait qu'en fait, toutes nos
amendements stockage qu'on avait déposés pour Enerplan n'ont pas trouvé de majorité. Voilà, c'est dommage. Et donc, ils en ont bien reparlé, mais ils ont voté contre. Ça À marche. savoir quand même que pour le coup, on a revu des députés qui, eux, vont remettre à l'ordre du jour de la loi de finances 2026, enfin, si on a un gouvernement et si plein d'autres choses, la question de la TVA à 5,5 pour le stockage. Mais là, pour le coup, on parle d'autre chose et du futur. Très bien, merci, merci Laetitia. Peut-être une demande de précision par rapport à ce qui était présenté. Est-ce que l'obligation de qualification disparaît pour pouvoir Et bénéficier? bien là, être RGE ou ne pas être RGE, telle est la question. En réalité, cette question n'est pas tranchée puisque le gouvernement ne l'avait pas mis et était défavorable pour des questions juridiques. Pendant qu'on parlait là à l'instant, j'ai eu un texto de la DGEC, donc du gouvernement, qui me disait que nos arguments en CSE les avaient plutôt convaincus et qu'ils se laissaient certainement, vont certainement se laisser quelques jours pour se laisser convaincre que oui, ils allaient mettre l'obligation RGE en plus des obligations de 530 kg de CO2 équivalent par kilowatt crête. Donc, c'est pas tranché. Euh, Tel qu'il est rédigé par le gouvernement pour l'instant, il n'y a pas d'obligation de qualification. Par contre, dès lors que vous voulez avoir un tarif de surplus par obligation d'achat S20, enfin le classique S21, vous êtes toujours obligé d'être RGE. La seule manière de ne pas être RGE, c'est de ne pas demander ni la prime autoconsommation, ni du coup le tarif d'achat. Voilà. Si vous avez ni prime d'autoconsommation ni tarif d'achat, donc vous ne faites pas de S21, de demande de raccordement avec S21, avec obligation d'achat, là, vous n'êtes pas obligé d'être RGE. Et bientôt, on saura si pour la 5.5, il faut être RGE ou pas. Ça marche. Merci Laetitia. Après, peut-être une question. Donc, si un seul acteur était capable de répondre au texte, ce qui semble être le cas au jour d'aujourd'hui, quid de la question de monopole et de libre concurrence, entre parenthèses, au-delà de la capacité au-delà du capacitaire de cet acteur? C'était la grande question des défenses, enfin des associations de défense du consommateur qui siègent aussi au Conseil supérieur de l'énergie. Et donc, la réponse de la direction de l'industrie était que déjà, il n'y avait déjà pas de monopole. Bon, il sortait du chapeau le fait qu'il y aurait d'autres qui pourraient déjà le faire. Enfin, c'est comme on a vu, hein, et Adrien pourra compléter là-dessus, parce qu'on a fait quand même toute l'analyse pour montrer que potentiellement on pourrait l'être. Euh, pour nous, c'était quand même plutôt du futur. Alors peut-être du futur proche, mais pas tellement du 1er octobre. Donc il me semble qu'il y a quand même une question de monopole, mais à vrai dire, la deuxième réponse de l'industrie, de la direction de l'industrie, c'est que même s'il y avait un monopole, rien ne vous empêche de faire des installations à 10% ou 20% si vous répondez pas aux critères. Et donc en soi, on ne vous interdit pas de faire du solaire. Donc ça, c'était la deuxième réponse. Adrien, tu veux compléter sur le point du Oui, monopole? bien sûr. Donc, on a vu qu'en théorie, c'était possible pour des fabricants autres que français d'obtenir ces valeurs de seuil d'empreinte carbone. Et bon, en discutant avec certains fabricants asiatiques, il y en a qui sont déjà dans les starting blocks, qui attendent la publication officielle de l'arrêté. Alors, après, on ne sait pas exactement s'ils ont déjà reçu leur polysilicium d'origine extérieure à la Chine, s'ils ont fait des commandes express. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que le monopole, entre guillemets, ne va pas durer bien longtemps, puisqu'on estime voilà, que des compétiteurs pourront arriver très vite sur le marché, avec notamment nous, avec des panneaux disponibles dès le mois de novembre et qui répondent à tous les critères. Donc, superbe transition avec la question d'après que je prends dans l'ordre chronologique, à laquelle je ne sais pas si on sait vraiment répondre. Comment différencier les panneaux avant novembre 2025 et après novembre 2025 en cas de contrôle? Donc, j'imagine que là, la personne signifiait cette question pour la marque Dualson. Alors, du coup, on ne sait pas exactement comment sera présenté le certificat. Mais a priori, il y aura sûrement une distinction au niveau des numéros de série des panneaux ou même des types de panneaux. Donc c'est quelque chose sur lequel on va aussi se pencher en détail. Effectivement, dès qu'on aura plus d'éléments sur le sujet, c'est important de savoir
quelles sont les préconisations et donc de les mettre en place rapidement en usine. Voilà, mais on pense que ce sera comme le système d'ECS actuel, basé sur le numéro de série qui indique notamment l'origine des plaquettes, des cellules et qui aussi indique la date pour le mois de production des panneaux. Ça marche. Merci, merci Adrien. Une question sur un cas pratique. A-t-on le droit de facturer 10% de TVA dans le cas d'une installation de 3 kilos avec batterie? Ordinateur bug, alors je reviens. La batterie doit-elle alors être à 20%? Pour moi, il y a un flou juridique là-dessus, mais la réponse de l'administration, surtout en ce moment où ils cherchent de l'argent, c'est pour ça que j'ose pas trop la poser, c'est plutôt normalement tout ce qui est batterie, c'est 20%. Ouais, les séparations sur le devis. Mm. Euh, Autre question. Bonjour. D'ici la mise en place des stocks pour les nouveaux panneaux éligibles, donc en novembre, allez-vous faire une offre spécifique sur les panneaux DualSense d'ici là? Donc là, la question est plutôt pour moi. Donc afin de nous permettre de rester compétitifs et actifs sur le marché d'ici là, donc sur la marque DualSense. Donc à ce jour, il n'y a pas d'offre promotionnelle qui est prévue d'ici novembre sur la partie panneau DualSense, comme on vous l'a montré sur les différents types de devis 3, 6, 9 et au-delà de 9 kilos. L'offre DualSense reste compétitive sur la partie, enfin, clairement compétitive en dessous de 3 et au-dessus de 9, avec un écart d'à peu près 5% en termes de prix jusqu'à novembre sur la partie 6 et 9, donc, ce qui reste quand même mesuré. Donc pas d'offre spécifique. En revanche, sur la partie hybride, Solaro, attendez-vous à voir bientôt sortir une promo. On est en train de concocter ça pour lancer, comme il se doit, la saison de chauffe. Donc sur notre partie max, donc nos PET couplés à la pompe à chaleur. Voilà, on travaille dessus, mais sur la partie flash, pas d'offre promotionnelle prévue en tout cas. Je crois qu'il y a pas mal de questions. On va essayer de faire tenir. Il reste 10 minutes. On va finir à l'heure. Euh, alors, les démarches administratives sont éligibles à la TVA à 5,5 si le projet respecte bien le critère des panneaux. Point d'interrogation. Redis-moi-le comme ça, j'ai pas compris. Alors, donc c'est une question. Les démarches administratives sont-elles éligibles à la TVA à 5,5 si le projet respecte bien le critère des panneaux? En fait, c'est tout ce qui est livraison et installation du système de production. Donc, en fait, c'est tout ce que vous avez facturé si, s'il n'y a pas d'autre chose. Si vous facturez en même temps une salle de bain, bah, c'est pas éligible. Mais si vous facturez le stockage, c'est pas éligible. Mais tout ce qui était nécessaire à votre installation de production bah, est éligible, en fait. Mm. Ok, donc pas mal de questions sur les batteries. Normalement, ça a été clarifié hein, avec la séparation sur la TVA entre la partie PV et la partie batterie. Tu l'as mentionné, Laetitia. Euh, Allez-vous maintenir la production des panneaux flash 500 compte tenu du faible écart pour le client si la TVA reste en l'état? Compte Donc c'est tenu du plutôt faible pour moi. écart. Oui. Je pense que c'est pour nous deux. Allez-vous maintenir la production des panneaux flash 500 compte tenu du faible écart de prix pour le client si la TVA reste en l'état? Alors, la production des panneaux flash 500 actuels, enfin, arrête-moi si je me trompe, Adrien, mais je pense qu'on va opérer un switch sur les panneaux qui pourront bénéficier de la TVA 5,5, donc en novembre. Mais... Voilà, exactement. Et après, sur les panneaux qu'on a aussi actuellement au catalogue, on a le Flash 455 qui lui peut parfaitement matcher avec des projets sensiblement supérieurs à 9 kW. Par exemple, si on prend 20 panneaux 455 watts, on tombe à 9,1 kW. Donc, c'est un panneau qu'on a sorti à la base pour le tertiaire résidentiel, en s'attendant que ce soit compatible avec tous les segments résidentiels. Au final, il va rester très intéressant pour ces projets supérieurs à 9 kg. Et bien sûr, on va aussi le conserver pour le tertiaire. Alors que le Flash 500, bon, on va maintenir une production, mais peut-être moins de volume que précédemment. Effectivement,
regarder pour switcher vers un panneau qui puisse correspondre aux critères définis. Merci Adrien. Une question assez succincte, mais bonjour, comment seront déposés les justificatifs et auprès de qui SVP? Alors là, c'est comme tout ce qui est TVA réduite. Donc, quand on fait des travaux d'isolation ou de rénovation énergétique en général, en réalité, il faut qu'on respecte les critères et qu'on donne tous les justificatifs au client qui pourra lui montrer qu'il est bien en règle si jamais il a un contrôle. Mm. Merci. Je vérifie, il y en a auxquels on a déjà répondu. Alors, une question, comment pouvons-nous réaliser des devis si les prix des nouveaux modules ne sont pas encore définis? Donc là, comme on vous le disait, donc nous, on a un objectif de sortie des nouveaux panneaux qui respectent le critère, qui pourront bénéficier de cette TVA réduite à 5,5 en novembre, avec une date encore à déterminer, mais l'objectif est là et on est vraiment dessus. Donc tout devis jusque-là, bah, en fait, les prix sont déjà connus parce qu'on est sur les versions, la version actuelle. Et dès qu'on en saura plus, de toute façon, on informera nos interlocuteurs côté Distri et vous aurez l'info à ZAP. On fait vraiment tout au plus vite pour que l'info circule. Je pense que c'est une question de semaines, Adrien, Oui, pour exactement. avoir Ouais. les infos de dispo et de prix. On parle de ouais, 3 semaines environ, 2 à 3 semaines. Mm. Ok, donc il reste 5 minutes. Je vois parce qu'il y a beaucoup de questions d'un coup. Donc ça, c'est bon. Ça, on a répondu. Bon, en tout cas, merci parce que ça suscite pas mal d'interrogations. Trentaine de questions. Ça, on a répondu. Alors, encore une question, hein, la batterie, ça suscite pas mal de questions. On parle de batterie à 20%, même si inférieur à 3 kilos, mais il faut... Alors, mais question, mais faut-il dissocier aussi les accessoires plus main-d'œuvre à 20% pour la batterie ou seulement la batterie? Il faut tout ce qui est main-d'œuvre pour la batterie, normalement, c'est censé être séparé. Mm. Je sais pas si c'est très simple, hein, parce que. Mais bon, faites des forfaits. C'est plus simple. Et je vois aussi qu'il y a une question de comment facturer si on facture que les démarches administratives. Je suis pas sûre qu'on puisse être éligible si on n'a pas directement l'installation comprise. Alors, une question, est-ce possible pour une même habitation de faire deux installations cumulées, par exemple deux zones de 6 kilos, et prétendre à la TVA 5,5 où cela ne sera pas éligible? Je ne sais pas comment ils vont régler ce genre de choses. C'est comme la TVA à 3 kilos aujourd'hui, normalement, c'est éligible jusqu'à la limite des 9 kilos cumulés Hmm. pour une même installation, enfin pour un même lieu. Alors, une question sur les futures puissances des panneaux éligibles à la TVA à 5,5, donc en novembre. Euh, Adrien, donc ce serait plutôt un remplacement du 500. Voilà, on resterait sur une puissance similaire à 500 watts et on étudie aussi la possibilité d'en faire à 450, 455 watts qui Hmm. correspond aussi au secteur résidentiel. Donc on aurait a priori deux références, mais on va surtout se focaliser pour commencer sur le 500 watts. Hmm. Alors, une question, si on fait de ces nouveaux panneaux, combien de temps, de délai faut-il compter pour les ETN? Ah, c'est toujours une grande question. Ça dépend du fabricant de système de pose. Pour certains, c'est très rapide. Ça peut se faire en quelques semaines. Pour d'autres, ça peut prendre 6 mois, voire plus. Donc, je pense que vous êtes déjà habitué un peu à la lenteur de la livraison d'ETN pour certains fabricants de systèmes de pose. Donc, il n'y aura pas vraiment de changement, même si chez Dualson, on essaie d'anticiper au maximum. Et dès qu'on a les certificats IEC qui correspondent, on les transmet tout de suite aux fabricants de systèmes de pose pour accélérer au maximum la certification ETN avec leurs produits.
Mais voilà, il faut compter en fonction des systèmes de pause pour les plus populaires. En général, en moins de 2 mois, c'est fait. Donc, si on le lance maintenant, bah, du coup, début novembre, ce sera bon. Pour certains autres, voilà, ça prend un petit peu plus de temps. Très bien. Pas mal de questions. Merci beaucoup. Il est 14h58, on arrive à la fin de ce webinaire. On espère qu'on a pu répondre à toutes vos interrogations, éclaircir pas mal de points, décrypter ce qui a été rendu hier par le CSE. On n'a malheureusement pas le temps de prendre des questions supplémentaires. Par contre, on regardera, on a tout l'historique et donc s'il y a des questions particulières auxquelles on n'a pas répondu, on pourra vous répondre par la suite par mail. Et donc, comme je l'ai dit, vous aurez l'enregistrement vidéo et la doc qui seront disponibles pour pouvoir les reparcourir.